Bilal Hassani, est-ce que tu es bien assis sur le couch? Oh my god, c'est quoi cette intro? Je vais pleurer. C'est quoi la sexualité de mon canapé? C'est une femme et elle est bi. Il y a un vocabulaire. Un petit peu. Et je Prenez suis mon la petit vraie. carnet. Oh, ça fait beaucoup Bilal. Vous allez voir, spoiler, ça va aller un peu dark là. Tu prends la drogue pour faire la fête, pour tenir le soir. Ça tue des amitiés en réalité. Ouais. Ça aurait pu tuer la nôtre complètement. C'est la seule fois où je parlerai de ça. Je pense qu'elle a raison. Le prochain album s'appelle I hope you're well seated on the couch. What does it mean, couch? Couch is Lena situation. Lena situation. Couch! Il y a 7 ans, quand je l'ai rencontré, il avait des perruques plus hautes que ses épaules frêles et des rêves encore plus hauts que la Tour Eiffel. Bonsoir Paris. Déjà, il dégageait une énergie qu'on ne pouvait pas trop ignorer. Un petit mélange d'insolence, doux, mais de grâce et un petit peu extraterrestre. Depuis, il a conquis l'Eurovision, chanté devant des millions de personnes, rempli des zéniths, cumulé des millions d'écoutes. Il est aussi devenu symbole de liberté, de courage, de différence. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais à l'époque, croyez-moi que c'était pas aussi simple. Mais derrière les strass, il y a aussi eu les silences, des tempêtes, des démons qui nous ont éloignés du monde. Une amitié un peu perdue, des descentes un peu douloureuses. Pour la première fois, il en parle. Aujourd'hui, on se retrouve. Parce que les amitiés, parfois, prennent des chemins de traverse avant de se recroiser. Et si j'ai voulu l'inviter ici aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez vous aussi le redécouvrir. Pas seulement l'artiste et les paillettes, mais aussi l'ami, l'humain, celui qui a traversé la nuit et qui revient en pleine lumière. Bilal Hassani, est-ce que tu es bien assis sur le couch? Oui, oh my god, c'est quoi cette intro? Je vais pleurer. Non mais je peux pas, attends. Ça va être trop emotional là. Je suis trop émue. C'est particulier de se voir dans ce contexte. Ouais, mais bébé, ça dead. Merci. Dead? Ouais, c'était super touchant. Super. Qu'est-ce que c'est beau, c'est bien écrit et tout. C'est trop J'essaye. gentil. Et en fait, c'est pas simple quand tu reçois un ami sur ton podcast. Ouais, c'est ça. Mais parce que je connais les secrets. Et tu dis, qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va dire? donne? Qu'est-ce qu'on Ouais. donne? Qu'est-ce qu'il mérite de recevoir? C'est ça. Non, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que les gens, ils nous ont plus vus physiquement ensemble. Ouais. Et qu'on s'est pas vus physiquement ensemble non plus. Donc, il y a beaucoup de choses. Enfin, voilà. Il y a plein de Et choses à raconter. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en parler. Ce qui est chouette, c'est que tu es arrivé à une étape de ta vie où tu as l'air d'être très aligné avec qui tu es et avec qui tu étais ces dernières années. Et on s'est retrouvés il y a quelques mois pendant l'été. Et on a eu des longues conversations et je me suis dit, c'est fou parce que tu sens que tu as vraiment eu beaucoup de réflexions internes qui font qu'aujourd'hui, je pense, tu peux mettre les mots dessus, Ouais. là où quelques années, ça aurait été un peu plus compliqué. Ouais, très, très compliqué. Mais avant de commencer ce Oui. fil, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, je me souviens très bien. Allô. J'ai pop-up chez toi. Tout simplement. Chez ta mère, genre. On était chez ma mère, Ouais. je n'avais pas encore d'appartement. Vlog Exactement. d'août, saison 3. Saison 2. 3, Saison 2. Deux Léna, je te jure, saison 2 2018. saison 2. Yeah. J'ai rencontré Maya, amour fou. Ouais. Elle me dit, ça te dérange si Bilal il vient tout à l'heure? Je suis en mode, qui c'est? Ok. J'ai pull up, vous étiez là, j'étais en mode genre Maya, c'était ma go en plus, vraiment à ce moment-là, on se connaissait déjà depuis genre 3 ans. Nous, on avait une bande avec genre tous les gens qui faisaient YouTube à cette époque-là, dans le lifestyle. Il y avait Sully, les Jules et youtubeurs tout. parisiens. Voilà. Il fallait le voir pour le croire. Ouais, c'était une bande. C'était une bande et j'étais la petite nouvelle. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas c'est moi dingue. qui suis venue chez vous. Non, non. C'est vous qui êtes venu chez moi alors que j'étais la petite nouvelle. J'étais le deuxième après Maya, je suis venue en éclairage, j'ai fait elle est parfaite. Après j'ai dit à tout le monde venez, venez, elle est géniale, vous allez voir. Mais c'était tellement bien. En fait, ça a été instant notre rencontre quand même. Il y a eu ce truc-là où on s'est parlé 10 minutes et après c'est bon, on était meilleurs copains. Genre, Et j'ai envie de te vraiment, dire, heureusement, parce que t'étais chez moi. Ouais. Ça aurait pu être très compliqué si on ne s'entendait pas. Ça valait pas. Et puis même toi, comment tu te dis genre ok vas-y, je ramène des gens que j'ai jamais vus de ma vie Je dans la maison. n'en ai aucune idée. Et même quand je raconte l'histoire de comment on s'est tous rencontrés, j'ai l'impression que j'omets des choses parce que il y a des... Non, c'est juste allé trop vite. Ça Genre. allait très très vite. Ouais. Et c'était trop beau. C'était trop bien. Amitié qui s'est faite sans aucune réflexion. On était les seuls à pas partir en vacances. C'est On ça. était au mois d'août à Paris tous ensemble. Et on s'est retrouvés là pendant qu'ils étaient à l'île de Ré, Asie, Azou. À New York, Los Angeles, Punta Cana et compagnie quoi. Et nous, on était sur le canapé de ma mère. C'était trop Et c'est là qu'il y a une connexion. Et on s'est dit, OK, avec ton doigt. avec mon doigt magique. Vous connaissez le doigt magique de Bilal? Si vous regardez ce podcast et que vous ne l'écoutez pas, vous pouvez voir. J'ai le doigt. un excès de pause sur mon doigt et je dis que. Enfin, on aurait pu me le faire enlever plein de fois, mais j'ai pas voulu l'enlever parce que je pense que c'est mon porte-bonheur. Je le touche un peu quand je stresse et tout. En plus, Bah, clock it. Trop beau. J'étais destinée. t'étais destiné à J'étais quoi? destinée à clock. C'est ce côté un peu avant-gardiste, enfin, you know. Tu étais qui quand on s'est rencontrés? Il y a 7 ans, qui était Ouf. Bilal? Un gros rêveur.
Et je pense que c'était ça notre gros point commun. Dans notre groupe d'amis, on avait tous déjà commencé un peu à faire des vidéos sur Internet, mais moi j'avais une mission qui allait plus loin que ça. Depuis que je suis née, j'ai envie d'être la plus grande pop star de la planète. J'ai toujours voulu faire de la musique. Je pratiquais beaucoup la musique. Mais mon ambition était tellement forte que je n'étais que ça. J'étais en ébullition, je me réveillais le matin, que presque je tremblais de « Ok, comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais pouvoir faire des chansons, pouvoir sortir un album et tout ?» C'était que ça qui tournait dans ma tête, genre. C'est qu'avant que le concept de vision board n'arrive dans notre vocabulaire, on avait fait des vision boards dans nos têtes. Enfant, Ouais, ado, et puis ce qui était très chouette avec Bilal, c'est que quand on s'est rencontrés, verbaliser ses rêves, c'était complètement OK. Ouais. Et tu pouvais vraiment exprimer j'ai envie d'être plus loin dans ma vie, la condition dans laquelle je suis actuellement ne me plaît pas, je vais aller plus loin. Et Bilal, il a toujours applaudi ça. Vraiment, c'était quelque chose de dire j'ai envie d'être une star, de la même façon que de dire demain, j'ai envie d'aller acheter du pain. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup d'humilité dans notre passion. J'avais l'impression, en tout cas. Et j'ai toujours trouvé ça assez dur de devoir un peu brimer ses rêves et ses ambitions sous couvert d'humilité, voilà, de simplicité, qu'il faut... ça peut paraître un peu mégalo de vouloir être une star, mais moi, j'étais juste en mode... Ce rêve, ce fantasme, c'est un truc d'enfant. Tu parles à ton enfant quand tu lui dis « C'est quoi ce que tu veux faire ?» Moi, quand j'étais petit, je regardais Laurie Weekend Tour 2006 en boucle et quand tu terminais, je le relançais et j'étais en mode « Je veux faire ça !» Et toi, quand je t'ai rencontré, t'avais aussi ce take-là. Ah oui. C'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un avoir une ambition pareille pour Internet. Ouais. Genre, tu voyais Internet là où c'est aujourd'hui logique de se dire « Ah, Internet, ce truc gigantesque !» Quand même, en 2018, on avait genre 8 youtubeurs et 2-3 takes et puis c'est tout. Genre. Ouais. Enfin, Non, c'était je fou. savais. C'est pour ça qu'on me demande souvent tu vas faire quoi après? Est-ce que tu veux te lancer dans l'acting ou quoi que ce soit? Je dis le titre de créatrice sur Internet me satisfait pleinement parce que c'est ce que j'ai voulu faire à l'époque. Mais Oui, après tu l'as dépassé, no shade. Enfin, maintenant, t'es genre Léna, situation, diva, reine, icon, couch. Voilà. il faut qu'on se fasse un petit topo peut-être pour ceux qui viennent pas forcément de nos Oui. univers. Il y a un vocabulaire. Un petit peu. Et je Prenez suis votre navrée. petit carnet. Voilà. Pirate. Pirate. Pirate et caillou. Caillou et pirate, ça veut dire ceci et cela. Et patati et patata. Ça veut dire toutes ces choses-là. Si je fais... C'est du charabia, vous inquiétez pas. Si vous comprenez pas, moi non plus, je comprends pas. Mais c'est juste, on converse comme ça. Aujourd'hui, je pense que le challenge, ça va être de finir les phrases. Mais on y arrive bien pour l'instant, je trouve. Et de mettre un peu moins d'expression que d'habitude. Parce que si j'en mets genre 10 000, personne va rien comprendre à ce que je raconte, quoi. Mais je suis un peu en Oprah, là. Je suis en Laurent Delahousse. Ok. Laurent Delahousse. Oh, 20h le dimanche. Mon rêve. Mais il faut avoir ses tenants et ses aboutissants pour pouvoir suivre cette conversation jusqu'à la fin. C'est ça. Parce que cet épisode, je sais que ça va être un de mes préférés. Je suis déjà obsessed. Mais déjà, je passe un trop bon moment. Moi aussi. Et il est grand, le couch, je l'adore. J'ai peur de me tenir trop affalée. Tout. Non. Attends. Est-ce qu'il y a un moment précis de nos premières années d'amitié qui t'a marqué? Energy Music Awards 2018. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est- Appelé la veille pour le lendemain. On a été appelés la veille pour le lendemain. On a posé nos extensions dans le Perruque, train. Maquillage. Perruque, maquillage, À deux. habillés en bershka, Ouais. de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Les looks purchased le matin, achetés le matin, portés le soir, genre. Et ce qui s'est passé là où c'était extraordinaire, c'est que je pense que c'est la première fois que Bilal et moi, on s'est rendu compte que sur Internet, les gens qui nous suivaient, C'était c'était des pas vrais juste des pixels, c'était des vrais gens. Hyper choquant. On n'avait pas le droit à la base de faire le tapis rouge. Non. On devait passer par derrière. Ils ont dit, et vous, Bershka, Tu non. sais, quand tu longes, quand tu sais, genre en mode les gens ils font ce tapis rouge de Cannes tout le temps, mais il y a une sorte de petit chapiteau, et après tu peux marcher comme ça tranquillement en chut, et monter dans le truc. On devait passer par là. Et il y a les grandes stars qui font le tapis rouge. La voiture, Vitage. Nikos qui t'ouvre la porte, voilà tout ça. Et bah là, ce qui se passe, c'est qu'on allait vers notre petit chapiteau bien caché. Oui. Et il y a un abonné qui nous découvre, un deuxième, un troisième, et ça crie. On est heureux, genre. Nous On se dit, y a qui? C'est qui? Vite à l'arrivée. y a qui? Et non, c'était pour C'était nous nous. que ça criait. Et c'est là où Nikos a entendu ce bruit. Il a dit, mais c'est quoi tout ça? Et il nous a fait venir sur le tapis, Ouais. poser 2-3 questions. On a dit, mais bon, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et Après, moi, il m'a reconnu parce qu'on avait fait The Voice Kids quand même ensemble, mais enfin, il fallait me reconnaître. J'étais genre. Enfin, c'était pas ça encore, mais j'avais quand même ma perruque et tout. Il m'avait connu enfant, donc je lui avais dit, genre, c'est moi, Bilal et tout, de Kids. Il a fait genre, il l'avait, je crois, il l'avait pas. Mais il était grave sympa. Et au final, c'était un moment un peu iconique. Et quoi. je me rappelle qu'on est rentré des étoiles dans les yeux. On a vraiment eu un choc en se disant, bah, On n'a pas laissé la soirée se finir, quoi. Genre, on se parlait même après de, de tout Ah ce ouais. qu'on vivait et tout. on ne voulait Aïe, pas. aïe, et tout. Genre, ouais.
Et en fait, c'est là où on s'est dit, OK, en fait, maintenant, on a une certaine responsabilité parce que les gens qui nous suivent, bah, c'est des vraies personnes. On va faire en sorte que ce qu'on leur propose par la suite, ce soit extraordinaire. Exactement. Et c'est là où on s'est mis des motivations sans nom. Et c'est là où on a vraiment eu un truc tous les deux de, OK, on va travailler, je vais t'aider à faire tes trucs, tu vas m'aider à faire mes trucs. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment liés. Notre amitié était basée sur chacun comprend que ce qu'on a là actuellement, on a envie d'aller un peu plus loin créativement. Ouais. On a besoin d'avoir plus et c'était vraiment, ça parlait même pas de matériel, c'était pas vraiment matériel, c'était juste, on voulait qu'on puisse toucher les gens créativement. Toi avec la musique et moi avec les vidéos. Et notre amitié était vraiment basée sur ça. Et je pense que c'est important de vraiment le mettre en avant parce que ce qu'on va parler par la suite de comment aussi on s'est éloignés, faut se dire que le nœud de notre amitié était basé sur la créativité et le rêve. Et le rêve. Et faire rayonner le rêve. Quoi. Ouais. Mais il y a un truc que tu dis pas, c'est que quand on s'est rencontrés, Bilal portait déjà des perruques. Bilal était déjà ouvertement gay. Et t'es gay ? Oui, je suis gay. Et toi, t'es pas gay ? Gay. Gay. Et c'était un peu la première fois aussi, moi j'ai grandi dans un foyer où ça n'a jamais été une question, on a vraiment eu une éducation avec vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit, mais c'était la première fois que je rencontrais des personnes qui, aussi jeunes, étaient aussi libérées de qui elles étaient. Et c'est la première fois que je parlais avec des gens qui n'en avaient absolument rien à faire des cases. Et c'était tellement libérant et c'était vraiment quelque chose de bah oui, je porte des perruques, point. Pas besoin d'argumenter, c'était pas un sujet. Et tu laissais personne en faire un sujet. Non, interdit. Je pense que ça vient de maman déjà, parce que ma mère, elle m'a éduquée comme ça. Il y avait ce truc-là où il n'y avait pas de questions, il fallait qu'elle reçoive, c'était normal. Donc ouais, bien sûr, il y a eu ce truc-là, growing up comme ça. Mais j'assumais de fou. Il y a eu le passage Eurovision. Où là, bah, du coup, ça a été une nouvelle conversation parce que quand moi je vous dis que c'était vraiment pas un sujet dans notre équipe d'avoir un ami gay qui portait des lunettes et en plus il est arabe, ça fait beaucoup Bilal. Et il représente, et c'est le visage du pays, de la France. Et il représente bleu, la blanc, France. rouge. Bonsoir Paris. Parce que pour moi, le plus choquant dans tout ça, c'était les petites lunettes. Oui. Ouais, j'avais aucun take. Genre, c'est juste, moi, j'avais deux, trois trucs en tête quand j'ai envisionné ma carrière quand j'étais petite. C'était, il fallait que j'ai les cheveux longs, comme un elfe, genre. Et il fallait que je fasse des vibes et tout. Je disais, yeah! Genre, tous mes trucs comme ça. Après, le reste, j'étais en mode, on verra après. Donc, moi, j'étais bigleux et j'avais peur de mettre des doigts dans mes yeux, donc j'allais pas commencer à mettre des lentilles ou des choses comme ça. Heureusement, maintenant, j'en mets. Moi, j'avais. Et je sortais. Deux petites lunettes. Ouais, et choquer la France, quoi. Et ça a choqué la France. Pas les lunettes, vous vous en doutez bien, beaucoup plus de racisme et d'homophobie. Ça a été un moment qui était vraiment compliqué parce que c'est là où on s'est rendu compte que la bulle qu'on s'était créée, où c'était uniquement de la bienveillance et uniquement de l'acceptation, dès qu'on sortait un petit peu de ça dans une France un peu plus traditionnelle, il y a eu énormément de choses qui étaient choquantes. On était très jeunes. Je sais pas vraiment comment tu as vécu ça, franchement, Bilal, parce que... Sur le moment, ça allait. C'était un moment, on arrivait à des stades, je me rappelle, tu me l'avais dit, parce que généralement, quand tu as un influenceur qui a une sauce sur Internet, tu lui dis « Oui, mais tu te concentres sur le négatif, il y a toujours plus d'amour que de négatif. » Et toi, tu m'avais dit « Non, il y a une stat qui est sortie là, période d'Eurovision, il y avait plus de tweets négatifs que de tweets positifs. » Et en fait, c'est qu'on n'arrivait même plus à avoir des arguments pour le rassurer, parce que même nous, toute cette haine, elle nous a dépassés. Tellement elle était irrationnelle. Là, c'était immense. Ça a dépassé l'algorithme. Il y avait quand même ce truc où c'était un sujet sociétal. Et je suis devenue un peu aussi le visage d'une nouvelle conversation sur le genre, sur le rapport au genre, cette fluidité-là. Et donc, du coup, vu que j'étais le débat, eh ben, on me passait de main en main comme ça, un petit peu comme un truc marrant. Et on usait de mots horribles pour me décrire. Et c'est vrai qu'on est fort mentalement. Nous deux, surtout, j'estime que quand même, on a les épaules pour assumer ce genre de... Mais t'étais beaucoup plus jeune, Bilal. Ouais, c'est ça, j'avais 18-19 ans. Mais j'étais préparée, c'est-à-dire que je le sais pour toutes les personnes qui sont un peu, on va dire des marginaux, des personnes un petit peu à côté de tout ce qui est la norme, ils savent très bien que notre vie, c'est une formation. Donc on se forme dès enfant. Moi, à l'école, j'ai appris que ça allait être ça ma vie toujours, que toujours on allait avoir un peu ce regard de travers. Et c'est pour ça que quand tu es arrivé et que je t'ai rencontré, que tu m'as dit il se pose pas de questions, il est juste out et tout, j'avais travaillé cette armure. Je m'étais dit ok Bibi, voilà, t'es comme ça, tu l'assumes et tu donnes pas la place aux gens de poser des questions. Mais d'un seul coup, j'avais pas le choix. Bah, la plateforme était tellement grande. C'était hyper grand. Et que tout le monde avait le droit de dire ce qu'il voulait sur les réseaux sociaux. Mais c'était horrible. Le truc qui était le pire, c'est que je pensais avoir les épaules. Tu sais, on est en mode genre, non, on s'anesthésie. Je lisais Twitter. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'était search name, je cherchais mon nom. Mais il y a eu un moment où pendant 5 mois, j'avais pas à chercher mon nom, j'ouvrais Twitter, j'étais entêtée tous les jours.
Je m'en Et rappelle. tous les jours, il y avait une sauce. Et tous les jours, il y avait un truc. J'étais en mode, mais j'ai rien fait. En fait, ce qui est fou, c'est que la personne que tu es pleinement était devenue un sujet politique quand toi, c'était ta vie quotidienne. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment parti dans un truc qu'on n'arrivait plus à gérer, c'est quand tu as dû annuler des dates parce qu'il y avait des menaces qui étaient tellement poussées, des centres commerciaux qui disaient en fait on va devoir annuler parce que les gens disent qu'ils vont venir... qu'est-ce qu'ils avaient... Bah, ils ont frappé des fans à moi. J'avais les escortes, les trucs, les sécu. À chaque fois, ils déployaient des moyens qui n'étaient pas possibles juste pour que je vienne. Et c'est vrai que ça a été une année assez formatrice pour moi où j'ai vraiment découvert mon pays. Mais il y a eu quand même quelque chose que je veux vraiment spécifier là maintenant. C'est que c'était une année qui était horrible pour moi. C'était très très dur de devoir se former, faire ce métier, faire mon premier album, réaliser mon plus grand rêve et qu'à la fois je sois haï à ce point-là. Mais j'ai découvert dans l'humanité quelque chose d'assez marrant. En fait, on est empathique, qu'on le veuille ou non, les êtres humains, on est fait comme ça. Et moi, j'ai pas arrêté d'aller voir les gens. Donc il y avait des trucs, des annulations, etc. Mais j'ai quand même continué. Donc j'allais parfois dans des petites villes. Avec maman, on me disait oui pour aller chanter à la fête de la saucisse au Mans. Et tout, vous vous rappelez, quand vous me voyez plus là, j'étais partout. J'arrivais là-bas, à côté du Mans, dans une petite ville. Et j'allais avoir des enfants qui avaient un coupe-fil que mon agent de sécurité avait créé pour qu'ils puissent passer parce que leurs parents savaient pas qu'ils venaient me voir. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de venir me voir. Et nous, ce qu'on essayait de faire, c'est 2 mois après revenir dans le même coin. Et quand on revenait, on avait genre la maman qui était là finalement. Et moi, je me rappelais du nom du petit. Et je disais alors, ton contrôle de maths, ça s'est passé comment, machin et tout. Et il était en mode genre, oh my god, tu te souviens de C'est moi, là que ça la a maman. vraiment créé la communauté. Voilà. Ouais. Et après, du coup, même j'ai l'impression qu'il y a eu un apaisement un peu dans le cœur des gens et que j'ai senti qu'il y avait un peu moins de haine vers la fin de l'année. Mais ça a été quand même horrible, quoi. Mais non, mais j'imagine qu'il y a eu un avant-après dans la vie de beaucoup de gens quand ils t'ont découvert pour la première fois, quand ça a pu vraiment les aider, les attraper par la main. Parce que t'es pas le seul, Bilal. Non. Là, il vous parle publiquement, il le fait à la télé, mais il y en a plein des mini Bilal. Oui. Et des petites Bilal qui sont encore en train de se chercher et qui sentent qu'elles sont pas dans les normes. Et même moi, quand je t'ai rencontré, c'était pas aussi extrême la façon dont je voulais m'exprimer et ce que j'avais caché en moi ou à mes parents. Mais ça m'a tellement aidée. En fait, c'est juste d'être entourée de personnes qui vraiment profondément n'en ont absolument rien à foutre de ce à quoi tu ressembles, de ce que tu veux faire plus tard. C'était vraiment pleinement j'aime ton âme, let's go. Ouais. Et c'est vraiment très très beau. Mais par contre, la haine qui a eu était... C'était n'importe quoi. Et je me rappelle qu'il y a un moment, on était tous très très protecteurs, c'est que Bilal n'avait pas le droit de sortir tout seul. Non. Impossible de Bilal. Même sans la perruque, même en étant camouflé, il y avait toujours quelqu'un qui allait le reconnaître. Il y a eu au début les paparazzis qui sont venus. Ils se sont fait chier, ils sont partis. Parce que moi, je vais au café. Enfin, quand j'ai rien à faire, je fais rien. Une semaine, il allait au café, fumer sa clope. Et puis après, il y a une photo de moi en train de montrer, et c'est une vidéo de Beyoncé que je suis en train de monter à ma voiture en mode genre, regarde. Et la photo, c'est ça, après, c'est moi qui fais. Ils ont fait ça pendant une semaine, ils ont arrêté de me suivre. Ils se sont rendus compte que j'avais rien. Il y avait rien. Ils auraient dû venir 2 ans après, ils auraient des choses plus. Hein? Bon. Justement, il y a un moment, on s'est un peu perdu de vue. Ouais. Il y a eu le Covid. Ouais. Il y a eu le confinement. Donc, il y a eu ta période où tu as énormément travaillé, tourné. Et puis après, il y a eu le Covid. Déjà, comment tu t'es retrouvé, toi, à ne plus avoir un emploi du temps qui était rempli? Parce que c'est quand même assez protecteur d'avoir toujours quelque chose à faire. Cette période-là, elle était assez particulière parce que j'étais en train de commencer à faire l'album 2. Et donc, de faire un album et d'un seul coup, tout s'arrête, on s'est dit genre, OK, merde, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a eu ce truc qui a fait un petit peu peur, qui m'a un peu renfermé dans moi-même. Il y a eu aussi un contre-coup de 2019 qui m'est venu. C'est-à-dire que tout ce que j'avais un peu mis dans un coin de ma tête et un peu complètement supprimé de mon cerveau, tout est ressorti parce que j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Et il y a un truc horrible qui m'est arrivé en 2019, genre, qui est un truc dont j'ai déjà parlé genre une fois, là on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai vécu un truc compliqué avec mon meilleur ami, c'était mon meilleur ami à l'époque. Et en fait, ces attouchements-là, c'est ça l'expérience que j'ai vécue, je l'avais supprimé de ma tête. C'était un truc qui n'existait pas, en gros. C'était avant le confinement que ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé juste avant. Et comme tu étais occupée, que tu étais... J'ai pas voulu. J'ai fait comme si ça n'avait pas existé parce que j'étais en mode genre, c'est quoi cette histoire? Bon, bref, supprime. Le lendemain, on s'est tous assis. Tu nous as raconté ce qui s'est passé. Ouais. Et tu as continué de faire un peu comme si ça allait. Ouais. Et puis après, il y a le confinement qui est venu. C'est ça. Le confinement qui t'obligeait à rester seule, même si tu étais dans la fabuleuse. Non, il faut expliquer ce que c'est la fabuleuse. Oui. Vous voyez la série Friends, le fantasme d'avoir un immeuble où il y a tous les potes qui habitent côte à côte. Eux, ils l'avaient pour de vrai. Ça s'appelait pas Friends, ils ont appelé ça la fabuleuse. La fabuleuse. Et c'était tous les copains qui étaient les uns et les autres. Mais toi, tu vivais seule dans ton appartement. J'avais mon appart tout seul quand même. Tu te retrouves seule.
Évidemment, tout ce qui est tourné, c'est pas possible. Down, Tout ce tout est qui fini. aller au studio, c'est pas possible. Mhm. Donc tu te retrouves seule. Il y a peut-être le contre-coup aussi de toute la fatigue que tu avais accumulée. Ouais, exactement. Peut-être aussi fatigue émotionnelle. Ouais. Et puis évidemment, ce qui s'est passé avec cet ami. Mhm. Du coup, c'est là où il a commencé à avoir une certaine descente. Ouais, déjà. Le premier événement qui s'est passé, ça a été le burn-out, en fait. Avant que tout dégénère pour le pire, parce que vous allez voir, spoiler, ça va aller un peu dark, là. J'ai fait une crise de psychose, en gros. C'était post-Covid, on était tous en train d'essayer de se remettre dans le truc, de reprendre. Et en fait, tellement j'étais contente de pouvoir aller vite et tout, mon cerveau, il m'a lâché. Donc, pendant 8 jours, j'étais bloquée dans une théorie du complot, comme quoi j'étais dans le Truman Show et qu'on me filmait depuis que j'étais petite. Enfin, c'est un truc qui existe, ça arrive à plein de gens. C'est Moi, le je savais burn-out pas. qui fait ça au cerveau? Ouais, c'est ça. Un épisode de psychose qui s'est ensuite décrété comme un burn-out. Parce qu'après, pendant les 4 mois qui suivent, j'étais genre dans un état végétatif. Et donc, en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais plus dans moi, Ouais. plus dans ma tête, plus dans mon corps. Quand je me suis relevée de ce truc-là, j'étais debout, mais j'étais pas avec moi-même. Et c'est là qu'en fait, des choses qui sont des choses que moi, dans ma vie, je m'étais dit que jamais je rencontrerais, on commençait à intercepter avec mon quotidien. Ouais. Et c'était en contrepartie dû à la fête. J'ai commencé à faire la fête, en gros, Après le Covid. après le Covid, pour dissocier de mon état mental, de comment ça allait. J'allais pas très bien, donc du coup, je me suis dit, allez, je sors, on oublie. Et puis en fait, tu commences à boire beaucoup. Après, tu te rends compte que le lendemain, t'es complètement rétamé pour aller au travail, machin. Et de fil en aiguille, évidemment, tu connais les milieux dans lesquels on a grandi. Malgré toute la force mentale que j'avais, surtout en réalité, j'ai l'impression les espaces que je fréquentais moi, les espaces qui sont aussi très queer, mais qui sont du coup très ciblés par ces choses-là, il y a eu les substances. Et donc, du coup, d'un seul coup, j'ai commencé à en prendre. Et vraiment, je suis la personne, mais jamais de la vie, j'allais en prendre. Je suis un enfant de la pop culture, j'ai analysé toutes mes idoles. Mon rêve, c'est d'être une grande pop star. À chaque fois, je regardais les parcours et je me disais, ce moment-là, je ne peux pas le vivre. Je ne l'aurais pas. Je ne l'aurais pas, moi. Moi, j'étais en mode pas du tout. Et en fait, si. Et d'un seul coup, évidemment qu'on s'est perdu de vue. J'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que comme tu as commencé à travailler très jeune, et tous les potes, vous avez commencé vraiment à avoir des carrières et à avoir des discussions d'adultes vers 14-15 ans. Ouais, on n'a pas fait la crise d'ado. T'as pas fait ta crise d'ado. Quand moi, j'ai fait ma crise d'ado à 13 ans au collège Anne-Franck, Ouais. vous étiez en train de signer un faisais The contrat pour The Voice, Voice, Danse avec les stars, etc. T'as eu vraiment des trucs de vraies conversations d'adultes en étant encore très jeune. Et il y a eu l'étape crise d'ado qui a sauté. Ouais. Et quand t'as eu un petit temps libre après le Covid, tu dis, c'est dans mon emploi du temps de vie. C'est ça. C'est maintenant que je vais le faire. Ouais. Et t'étais aussi entouré de gens qui vivent un peu la même chose. Bien sûr. Donc, C'est ça. Et donc, il y avait tout ce truc, il y avait cette structure-là qui s'est créée où je me disais, en plus de ça, vu que je voulais absolument pas que ça interjecte avec mon travail, que je voulais continuer de rester très concentrée sur mon taf, machin, il y avait aussi ce truc où j'avais plus de vie sociable. Donc, du coup, je me disais, si je travaille là et que la nuit, je teuf comme une folle, je fais les deux, c'est parfait, best of both worlds. Sur l'horloge, 24 heures, et puis à un moment, il y avait plus le moment pour dormir. Exactement. Et Mais je dormais plus. C'était est-ce que tu te horrible. rappelles la première fois que tu as vu quelqu'un prendre des substances? Oui, je m'en souviens très bien. Ouais. C'était le pote en question, du coup, qui avait lui un petit problème avec, d'ailleurs, très très tôt. drôle, ouais. Et c'était la première personne que nous, on avait vu qui avait ça, qui avait vraiment cette interaction avec les Oui, substances. je pense que c'est la première fois qu'on voyait de la drogue même. Ouais, c'est ça. Et donc, je sais pas, peut-être... Il y avait un truc de sabotage, quand même, que je me faisais, quand même, à ce moment-là. Et c'est parti un peu de cette expérience-là. Et ouais, c'était lui le premier. Mais quand on en parlait, tu me disais que tu t'es mis toi-même dans cette situation parce que tu voulais un peu, justement, dissocier. T'as senti que tu t'isolais? Ah oui, bien sûr. Et en fait, le problème, c'est que ça a commencé à me faire du bien. C'est très rapidement devenu un truc d'isolement où, en fait, enfin, j'avais du silence et du calme. Parce que j'ai été dans un brouhaha quand même pendant une grosse partie de ma vie, où j'ai été sujet à des réactions qui étaient très très fortes données sur moi. Et l'idée d'être perçu, ça a commencé à me faire peur. Donc ça m'angoissait d'être vu, d'être visible. C'est-à-dire que même Par avant mes amis, par tout le monde. Même en perso? Ouais. Et j'avais ce truc-là où j'ai déménagé encore. J'ai déménagé de l'immeuble où on était avec tous les copains. Et je me suis mis à la pointe de la ville où il n'y a personne qui vient jamais. Il s'est mis à 45 minutes de nous tous. Ouais, j'ouvrais pas les rideaux. Et en fait, j'étais clairement dans une dépression qui était assez profonde. Je m'en rendais pas vraiment compte. Je sortais pour faire mon taf.
Et après, quand je rentrais, je me passais des 4 jours sans dormir, où je m'enfonçais vraiment dans ce truc mental où je me disais que je méritais pas ma vie, qu'il fallait pas que je sois heureux, que oui, les gens, ils ont raison. Ils ont eu raison de moi un petit peu. T'as commencé à croire ce qu'on Ouais, te disait. c'est ça. T'en fais trop, tu veux trop que tout le monde te regarde. Il y avait ce truc-là un petit peu. Et le côté... le monde qui m'entourait, j'avais l'impression qu'il me détestait. Donc du coup, je me disais genre, je m'exclus. Moi, là où je trouve que j'ai failli en tant qu'amie, et je pense que des personnes qui sont proches de gens qui sont tombés dans les substances, c'est que ça se voit pas forcément. Non. Et que t'es un putain de bon acteur. Mmh. Et en fait, je pense que Ça s'est vu au ça bout de s'est longtemps. vraiment vu au bout de longtemps. Mmh. Et c'est que le jour où on a eu une conversation, je me suis dit, attends, mais tout ça, Mmh. comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça? Et en fait, c'est là où je trouve que c'est un peu même difficile mentalement pour les gens qui qui prennent de la drogue. C'est que déjà, tu sais que tu fais quelque chose de mal, mais c'est qu'après, tu dois aussi apprendre à le garder pour toi, à le cacher, à le C'est camoufler. ça, à être fonctionnel. Et en fait, c'est-à-dire que toute la journée, tu devais réfléchir Tout le temps. 3 fois plus que ce qui te faisait déjà trop réfléchir toute la journée. Exactement. Et c'est là où je trouve que, d'un point de vue mental, ça devait être tellement difficile pour toi. C'était horrible. Parce que déjà, de t'être retrouvé dans cette situation-là, pour en plus des raisons, comme on le disait, qui sont vraiment... Un déjà, peu tragique. Après, ça Ouais. arrive à tout le monde pour plein de raisons. C'est pas le point de départ qui est important, j'ai l'impression, mais c'est surtout comment on sort de ce trou noir-là. Et pendant, ouais, il y avait ce truc où la vie est devenue très, très compliquée, quoi, pour pouvoir être fonctionnelle, toujours. Parce qu'il fallait que je travaille. Tu prends la drogue pour faire la fête, pour tenir le soir. Mais après, du coup, le lendemain matin, quand tu te réveilles et que tu as Un call time, un truc, un un tournage, ou peu PAT importe. Mais bien à sûr. 11h, il faut que tu sois... Mais bien sûr, il faut que je sois opérationnel. Et moi, surtout, j'avais ce truc, c'était une no-go zone impossible pour moi, ever, d'avoir une substance dans mon corps pendant que je performais ou pendant que... Et cette ligne, elle a commencé à se flouter de fou au bout d'un moment. Parce que tu sais plus quand est-ce qu'il y a... Enfin, c'est quand même dans ton corps, c'est dans ton système et tout. Et moi, mon travail, c'est mon bébé. Ça a été ça, Ouais. le truc qui m'a un petit peu, d'ailleurs, sauvé au bout du truc. Parce que j'aime trop faire de la musique, c'est mon rêve d'enfant, je ne peux pas saboter cette partie-là. Mais il y a un moment où je me rendais plus compte, j'étais en mode, je sais même pas ce que je fais. Est-ce que c'était plus un échappatoire? Est-ce que c'était genre Oui. pour s'anesthésier? C'était de l'anesthésie complète. J'étais là, ça m'échappe, tout m'échappe, je m'appartiens pas. Et aussi, quand même, je veux le dire, mais j'ai rencontré des gens qui vivent la même chose. Et en réalité, actuellement, c'est une pandémie. Je pense que d'ailleurs, dans les milieux queer, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la malédiction qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de personnes queer qui arrivent à Paris, qui ont 18 ans, 19 ans, qui arrivent dans les soirées maintenant. Et c'est partout. Tout le monde ne prend que des drogues. C'est devenu quelque chose qui a été vraiment C'est plus normalisé. que banal. C'est plus que normalisé, c'est Glamourisé. Glamourisé, c'est required, genre c'est presque demandé pour toi. J'ai rencontré des personnes pendant que j'étais dans cette période-là. C'est ça, un des éléments qui m'a un peu sorti de tout, c'était que j'entendais plein de gens me raconter leur vie jusqu'à un point, et après ils arrêtaient. C'est-à-dire qu'ils allaient me dire, bah moi je viens de là, après j'ai grandi, j'ai fait ça, et mon plus grand rêve c'était de faire ça, donc je suis arrivée à Paris pour le faire. Et je fais, et maintenant? Je fais, bah ça fait 5 ans que je suis là. Mais qui sont là dans cet état végétatif à ne plus rien faire. C'est ça ce qui se passe. Il y a quand même genre une humeur aussi avec le monde, la société, comment est-ce que les personnes comme moi, on est reçues, que cet échappatoire s'est aussi créé très facilement. Et c'est souvent pour les personnes marginalisées que les choses comme l'abus de substances, on en est souvent victime parce que on est des marginaux, on a l'impression que dehors veut pas de nous, donc du coup on s'enferme. Il y avait beaucoup ce truc-là, quoi. Surtout en post-Covid et tout. Mais c'est vrai que pour moi, c'était impossible que je me retrouve dans cette situation-là. Et puis après, il y a eu ce matin où je me suis genre pas réveillée. J'étais en mode, ok, wow, so this is genre my life. Bon, justement, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, là maintenant, ça y est, j'arrête, je veux être sobre, je veux me sortir de là et je veux retourner à ce qui me faisait kiffer au début, c'est-à-dire la musique et retrouver un rythme de vie qui est plus sain. La première, c'est ma maman. Donc ma mère, c'est ma manager. J'ose même pas imaginer ce qu'elle a traversé pendant cette période-là. Ce que toi, tu disais tout à l'heure de genre, t'avais pas trop la ref et d'un seul coup, ça t'est tombé dessus. Elle aussi. C'est-à-dire que j'étais that sneaky, genre, j'étais si cachée que ça. C'est que tu pouvais faire un resto avec Bilal pendant 2 heures et tu rentres, tu dis, rien n'a changé. Ouais, rien n'a changé. Et puis après, au fil du temps, tu dis, il était un peu bizarre quand même. Il était un peu bizarre, ou il n'était pas forcément avec moi. Peut-être que c'est une mauvaise journée ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis après, il y a un peu tout le monde qui fait des cellules de toi aussi, c'était bizarre, toi aussi, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose?
Mais c'est vrai que j'avoue, moi je m'en veux parce que je suis tombée du 10e étage quand j'ai appris ça. Ouais. Et Mais tu t'as pas à t'en vouloir. Moi, honnêtement, je trouve que ça a été très très bien géré socialement. C'est horrible, ça tue des amitiés en réalité. Ouais. Ça aurait pu tuer la nôtre complètement, surtout si ça avait continué ou si moi je m'étais pas vraiment relevée aussi psychologiquement après, sur l'après. Tout le monde est intervenu de la bonne façon. Mais Toi, j'imagine- et toi, je sais pas si tu t'en rends compte, mais juste ne plus t'avoir dans ma vie, ça a été suffisant pour avoir un effet quand même Ah ouais? positif, mais bien sûr. Parce qu'il y a eu un moment où j'étais en mode c'était ma go, genre. On avait ce truc où on était des dream big, des goal takers, Ouais. on prend les goals, on y va, on s'uplift, vraiment, tu sais, on se montait quand même la tête positivement vers des bonnes Bah. choses. Et d'un seul coup, j'étais en mode, bah, évidemment que j'ai plus ma partenaire de montage de tête, ma tête, elle est en bas. Ouais, c'est plus que pour te voir, il fallait sortir le soir. Ouais. Et comme j'avais déjà fait ma crise d'ado, je me suis dit, c'est un peu la honte si moi je fais ma Flemme. crise d'ado à 25 ans. En plus, alors que tout marchait bien, j'avais réussi à faire mes petits trucs. Mais pas une seule fois, je me suis dit que quand vous alliez en boîte, parce qu'on a fait beaucoup de boîtes ensemble, Ouais. je me suis dit, bah, il est en train de faire les mêmes boîtes, le même gibus, la même beach Nos petites party. bitches. Mais il y a- maintenant, c'est le retour. Moi, le truc a été hyper dans l'après. Bon, je vais rentrer dans l'après. Mais genre, c'était vraiment de réapprendre à faire la fête quand même, parce que moi, c'est un truc que j'adore. Faire ma petite bitch, ma petite purple. C'est des Ce sont des soirées. noms de boîtes, nom de soirée, nom Des de noms boîte. soirées, cool. Mais oui, c'est Mais clair du que coup, voilà. ta mère, Ma maman, en elle a gros, dû encore plus tomber. choquée, elle était complètement choquée. Mais en fait, elle savait, c'est pareil que toi, elle savait. Elle était en mode tout se ralentit, tout est bizarre. Moi, normalement, j'arrive en interview, à chaque fois, on sort, tout le monde me tape dans la main, en mode t'as dead et tout machin. Là, je suis sortie en mode genre, bon, c'était ok, tout ça. Et elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et après, il y a eu le moment fatidique où du coup, j'ai commencé à plus me réveiller. Et là, ça a commencé à faire peur. Donc, ma mère, elle a commencé à, du coup, à plus te réveiller de fatigue. de fatigue, d'épuisement. Je ne me réveillais pas parce que j'avais trop abusé pendant des jours et je me souvenais plus de choses et tout. Donc là, elle a commencé à s'en rendre compte et elle a commencé à venir à la maison tabasser la porte. Et à un moment, elle m'a trouvé et elle a vu, j'étais dans un état. Quand même, il y a eu un moment où j'avais perdu 9 kilos, il me semble. Donc j'étais genre vraiment squelettique. Je mangeais plus du tout, je buvais plus d'eau. J'étais genre vraiment vert de peau, quoi. Et elle est rentrée dans la maison, elle a fait c'est quoi Enfin, elle est tombée des nues. Et en fait, ça a été un trajet, hein, parce que les gens parlent de la sobriété un petit peu comme genre, tu sais, il y a l'avant et l'après, le truc de genre Ouais. on arrête. Non, ça a été 5, 6 essais où elle me sortait du truc, on s'en sortait pendant un temps, et puis après j'avais un moment de down ou un truc qui se passait pas bien dans ma vie et ça retombait. Mais Et puis aussi la fréquentation, c'est qu'une fois que tu commences à te faire des potes qui sont ouais, dans ce même trajet de vie et qui prennent bien des sûr. substances. Moi j'avais un amoureux qui avait ce problème-là. C'était ça aussi le truc, c'est qu'on vivait un amoureux. J'étais amoureux de quelqu'un avec qui j'ai vécu quelque chose pendant quelque temps, qui lui était vraiment très très dans ça. Donc du coup il y avait ce truc-là aussi, quoi. Ouais, tu peux avoir, toi, le moment dans ta vie où tu dis ça y est, j'arrête. Mmh. Mais c'est compliqué si autour de toi ça continue Ouais. et que tu as encore, on appelle ça une addiction parce que C'est ça. c'est au-delà de la mentale, c'est quelque chose de physique, c'est que ton corps, une fois qu'il a goûté, il en a besoin. Il appelle et C'est tout. pas juste une question de mentalité. La mentalité va jouer, enfin le mental joue beaucoup, Mhm. mais à la fin de la journée, ça reste une C'est ça. addiction et c'est ton cort qui va le demander. Donc tu dois te battre contre un Non, truc de fou. intérieur. C'est ça. Il y a eu ma maman qui m'a quand même beaucoup aidé sur un temps. On m'expliquait aussi la physiologie, genre tout l'aspect genre chimique, qu'est-ce qui se passait et tout en moi. Et en fait, quand elle a commencé à m'en parler, elle m'expliquait que je ne peux pas être heureux Ouais. dans cet état-là. C'est impossible. Et ensuite, le déclic, le vrai déclic, ça a été la joie. L'absence de joie, trop longue. Ça faisait trop longtemps que... C'est vraiment, ça va paraître un peu béni oui-oui, mais moi, je suis joie. C'est genre, tout mon propos de vie, c'est d'être heureux. C'est vrai. Et c'est de donner de la joie aux gens, et c'est d'aimer les gens, de leur donner du... Voilà. Absolument. J'étais plus heureux depuis très longtemps, et je me suis réveillée un matin, j'ai fait stop. On va aller à la quête du bonheur, de nouveau. On va essayer juste de se remettre en place. Et le déclic s'est fait vraiment du jour au lendemain. Et T'as eu peur un moment pour ta vie? j'ai eu hyper peur pour ma vie. Parce qu'il y a eu des moments où c'était allé très très loin. Donc du coup, j'avais très 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 peur. Je commençais à me rendre compte que ça se détériorait beaucoup, très vite, que j'étais dans une pente glissante. Et les discours que ma mère m'a donnés m'ont beaucoup aidé quand même. Où elle m'expliquait, elle me disait, il y a un jour, il n'y aura plus rien, tu n'auras plus rien. Tu vas voir, ça va se passer très très vite. Et elle me faisait des images, elle me les dessinait vraiment avec ses mots, en me racontant moi dans 5 ans. Et j'étais là en mode, non, je peux pas vivre ça. Et il y a eu ce truc-là où vraiment, à un moment, ça faisait beaucoup de moments où j'avais frôlé vraiment des gros accidents de santé. Et je me suis réveillée, j'ai fait stop, il va falloir qu'on retrouve le bonheur. Je sais même pas si je vais savoir écrire une chanson, refaire une vidéo, reparler aux gens, mais d'abord on va se relever. Et donc en réalité, ça s'est fait avec l'aide de mes 2 gros bras. Je me suis levée, j'ai dit stop, on y va.
Et pendant les 3 premiers mois, c'était un petit peu difficile. J'avais encore un peu des sautes d'humeur. Je me disais, qu'est-ce que je fais, tout machin. Physiquement, ton corps, il a réussi à tenir? Il n'y avait pas une grosse addiction physique en réalité, c'était plus mental. Ok. Donc il n'y a pas eu un sevrage qui était conséquent. C'est pas genre trop comme les médicaments ou les phares. Je prenais pas des substances qui appellent à ça. Ouais. Mais au psychique, c'était un peu compliqué surtout, de façon morale. Mais il y avait aussi ce truc-là où dans le déclic, il y avait les chansons, j'écrivais plus de chansons. Je savais plus écrire de chansons, alors que moi j'écris toutes mes chansons, j'adore écrire des chansons. J'écrivais plus de chansons. Je me suis dit, bah, je vais me relever. Et le jour où j'aurais réussi à en écrire une, c'est bon. Ok. Ça veut dire que je peux repartir. Et un matin, comme ça, 3 mois, 4 mois après de sobriété, j'ai pris papier, crayon et j'ai commencé à écrire un truc vraiment en me réveillant. J'ai fait genre, oh, ok, j'ai ce truc-là, cette idée. Après, j'ai commencé à l'allumer et j'ai pris mon petit clavier dans le salon que j'avais vraiment, il était poussiéreux, je l'avais plus touché depuis vraiment 1 an. Et d'un seul coup, bah, bam, it was back. Et j'étais là en mode genre, je suis là, oh mon Dieu. Et je me suis réintroduit à moi-même. Il y avait vraiment ce truc-là d'un peu magique et c'est comme ça que c'est. T'as dû c'est couper reparti, les ponts quoi. avec des personnes pour pouvoir... Certains, oui, beaucoup. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai juste plus parlé du tout. Il y a d'autres gens, évidemment, que j'aime énormément, que je vois différemment aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y en a qui peuvent comprendre, il y en a qui peuvent moins comprendre la difficulté. Parce que quand t'es, voilà, dedans, tu te rends moins compte, I guess, je suppose. Mais ouais, il y avait ce truc-là où il y a des gens que j'ai dû un petit peu couper quand même de mon entourage, complètement même. Et puis il y a des gens avec qui t'as dû te réintroduire. Oui. Parce que c'était vraiment le nouveau Bilal. Enfin, c'était he's back. C'était vraiment ça. C'est même pas. Je dis le nouveau parce qu'il est mieux que le 1. Merci, C'est ce que je suis j'ai genre dit. Shrek, T'es bébé. Shrek 2. Allô. C'est mieux que le 1. Je pense qu'il y a eu en effet, il y a eu le déclic psychique. Mhm. Les voix dans ta tête t'ont accompagné. Et puis ça a été tout un lifestyle qui a changé. Ouais. Le sport. Le sport, tous les jours. Qui l'eût cru? Je suis un gym queen maintenant. Can you believe? Non, muscle up. Oui, je suis dans ça. Bébé, genre, je suis en mode. Bah, je vais au je vous sport en et supplie. tout. Look at my guns. Je vais au sport tous les jours. Bah, ça aussi, ça a été un truc qui m'a énormément aidé. Aller au sport. Donc, les gens, ils vont se dire, genre, oh my god, mais c'est quoi cette histoire, ce trajet hyper C'est un embelli et film, tout. ouais. Mais c'est pas un film. Je me suis réveillée, j'ai fait stop, c'est bon, maintenant, il y a quoi? Je me suis regardée dans le miroir et il a fait, il y a quoi? Toi, t'es that girl, t'es cette meuf qui donne la joie, qui est joyeuse, qui va se mettre bien. Tu vas te mettre bien. Et j'ai commencé à aller au sport. Juste une fois pour voir et tout, genre avec Alix, du coup, qui est un de nos amis, qui lui, il fait du yoga, il fait plein de trucs comme ça et tout. Donc du coup, j'ai fait ça avec lui. Un jour, le lendemain, j'y suis retournée. Et après, j'ai fait, ok, j'aime bien. Donc après, le sport, du coup, c'est rentré dans la routine. Et tu connais, après, tu bloques ta journée comme ça autour. Ouais. Et d'un seul coup, bah, toute ma dynamique de vie, elle a repris. Les blagues que je me disais dans ma tête, maintenant, je pouvais les redire à nouveau à des vrais humains. Et j'ai t'as dû réapprendre à te stabiliser ou pas? un peu, ouais. Le début, il était bizarre. Heureusement, j'ai un coloc qui s'appelle Théo, que j'aime énormément, qui a été un énorme soutien pendant toute cette période, qui lui a vraiment vécu l'épreuve, parce qu'il vivait... Je me suis mis en coloc pour m'aider à sortir de toutes ces vices et tout. Et lui, il a vécu quand même le début de la coloc où ça allait pas encore bien, et maintenant ça va bien. Donc maintenant, on aide, bref. Donc Théo, au début, il avait ce truc-là où il me coachait un peu Ouais. sur mes ressorties. Genre, je ressortais et tout, j'étais là en mode genre, là, ça va, c'était bizarre. Il a fait, t'étais un peu bizarre. Mais ça va aller. La prochaine fois, ça sera mieux. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai réappris. Donc, toi, à chaque fois, j'étais en mode genre, ok, je vais faire, pour l'instant, je vais juste dire coucou à Marco de loin. Et là, ça va, ma vie, on se voyait au défilé. J'étais en mode voilà. Et quand on aura le temps de vraiment se voir, je serai mieux. Et puis après, j'allais vraiment mieux quand on s'est revus. Ouais. Ouais. Je pense que les personnes qui sont jamais rentrées dans la drogue ou même qui n'ont jamais goûté aux substances ou quoi que ce soit, fait que je n'avais rien pour comprendre pourquoi ça te faisait du bien. Parce que pour moi, c'était juste le truc diabolique, parce que mes parents rebelles m'ont bien fait la morale Bien sur sûr, ça. les miens aussi. Ouais. Je peux pas te dire comment tout le monde était choqué. Parce que même moi, j'étais censée être complètement Ouais. anti. Et en fait, de commencer à comprendre aussi, de s'éduquer de son côté pour dire, mais en fait, en effet, c'est vrai que mon pote, je l'ai vu à un moment où on pensait que ça allait bien. Et même nous, on se dit, mais comment il fait? Bah, en je faisais pas, en fait. en J'allais fait, pas bien. il a fallu que tu te retrouves seule pendant le confinement pour dire, en fait, c'était pas si simple que ça toutes ces dernières années. Et ce qui s'est passé, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est retrouvés à un moment, je pense, où c'était hyper aligné pour que je puisse comprendre, pour que tu puisses aussi l'expliquer Ouais. avec tes mots, comme là, tu viens de le faire. Et surtout, je pense que la lucidité et le fait que tu acceptes et d'en parler Ouais. de façon aussi authentique, ça aide beaucoup, je pense, les gens à comprendre et en fait à mettre des mots sur ce que tu as vécu.
Ce qui, j'imagine, n'était pas le plus simple. C'était pas hyper simple. Là, j'avoue, c'était un peu un exercice sur un peu en mode... je fais que de casser le quatrième mur depuis que je t'ai trouvé, petite caméra juste ici. Mais ouais, c'était pas évident. Maintenant, ça va un peu mieux. En tout cas, c'est passé. J'ai réussi à en parler, je suis trop contente. Yes, you did it. Wouh. Est-ce que tu dirais que t'es plus fort maintenant? Ouais. Là, maintenant, il n'y a plus rien qui peut me passer devant. Ça m'a réappris tout. Je suis beaucoup plus fort maintenant. Est-ce que tu crois qu'on peut perdre quelqu'un pour toujours ou il y a une porte toujours de retour qui est ouverte? Ça dépend c'est quoi qui sépare les personnes à la base dans une amitié. Mais j'estime qu'il y a toujours une porte il y a toujours une brèche qui peut se faire. Moi, toutes les personnes qui étaient dans mon passé, que j'ai aimé énormément, pour moi, cet amour-là, il existe, il est tacite, quoi. Tu peux ne plus le vivre pareil, mais il faut jamais complètement fermer. Il y a des petites fenêtres. Par contre, il faut savoir se protéger, il ne faut pas revoir tout le monde. Donc il y a des moments où parfois, il faut dire au revoir, quoi. Et est-ce que tu penses que notre éloignement était nécessaire pour qu'on se retrouve? Tellement. Oui. Et puis aussi, il y a une life quoi, qui s'est passée. Tu as vécu beaucoup de choses très, très différentes de moi. Et tu as une vie qui est quand même... Non. C'est nimp. Et aussi, tu as quand même cette dynamique, ce socle avec Seb et tout, genre tous des trucs un peu de... Daron, non? De Daron, voilà, exactement. Que moi, j'étais en mode, genre, c'était pas mon take. Moi, maintenant, c'est bon, là, je commence à rentrer dans ma semi-Daron era et toi, t'es en train de rentrer dans ta cool mom era, I guess. Et donc, du coup, je pense que ça nous fait un point de convergence. Là, c'était pile le bon moment, je crois. Mais il y a un truc, je sais pas si tu t'en rappelles, et je te remercierai toujours pour ça, c'est que je vous ai vu un jour, on faisait la fête, et partir dans les toilettes et prendre des substances. Je vous ai suivi, parce que moi, je croyais qu'on allait se raconter les ragots dans les toilettes. Ouais. Et c'est là la première fois que je le vois. Et je me dis, wow, il s'est passé quoi pendant que j'étais pas là? Oui. Et tu me dis, je dis, bon, bah vas-y, bah, si vous prenez, moi aussi, je veux jouer avec vous, quoi. Et tu as fait comme ça, tu as fait, ah non, toi, si tu découvres un truc qui fait que tu vas moins dormir pour avoir plus de montage, etc., c'est hors Mais de même question. pas que ça, surtout, c'est hors de quest. Et tu m'as pris de... Je t'ai sorti. T'as sorti, t'as fermé la porte à clé. Mon Dieu, quelle horreur, j'avais oublié ce truc. Et c'est un truc où je me dis, parce que moi j'ai une nature, pareil, quand j'aime, Oui, j'aime. voilà. Et je suis très influençable. Si vous me dites, faut faire, je me dis, bon bah, Let's go. let's go. Mm. Et t'as toujours cette lucidité aussi de te rendre compte que c'était quelque chose que toi tu devais vivre parce que... Mais moi, j'étais en mode, c'est horrible ce que je suis en train de faire. À aucun moment, je me suis regardée dans la glace en me disant, genre, tu es dead. C'est génial. Bravo, chef. C'est trop bien. Moi, c'était vraiment le truc horrible. Tu sais, des séries, Roux, Euphoria. Non, je rigole. Mais genre, tu vois ce que je veux dire? C'était toujours ce machin où je me regardais dans la glace, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu branles et tout. Jamais j'ai été en joie ou en phase avec mes actions. Évidemment qu'il y a eu des moments festoyants et Ouais. tout. Quand le truc fait son truc, bah évidemment, il y a ce take, mais voilà quoi. Et est-ce que tu penses que pour le futur, parce que je sais que ça va continuer dans la musique, Mhm. Oui. et qu'on est de retour pour ça, On est de retour pour ça de est-ce fou. que tu penses que créativement ça va t'inspirer pour pouvoir en parler à travers la musique ou pas du tout? Alors, il y a plusieurs choses qui se font. Le premier, c'est, oui, évidemment que je pense qu'il y a un moment donné, ça va être raconté dans ma musique parce que je raconte vraiment mes vraies expériences de Ouais. vie dans mon œuvre. Mais l'autre truc, c'est que je suis une party girl. Moi, je suis un gars qui fait la fête beaucoup. J'aime beaucoup faire la fête et donc il a fallu que je réapprenne à faire la fête correctement. Et je veux que ma musique continue d'être festive. Oui. Juste, elle n'a pas besoin de bonus, de petits trucs en plus. Donc du coup, il a fallu... Et il va falloir, je pense, dans ma musique, toujours que j'arrive à garder ce truc up. Mais je pense que l'énergie, elle va shifter un petit peu. Là, la musique que je suis en train de préparer, l'album sort cette année. Donc c'est assez fou. C'est trop bizarre de me dire que d'ailleurs, j'arrive à en refaire un, à avoir des choses C'est à dire. extraordinaire. Je suis trop content. On n'hésite pas à go, genre, on se déshabille, on fait la fête, on met les mains en l'air, on est white girl dancing. On est toujours tous ces trucs-là. Mais juste maintenant, on essaye quand même de revenir à une essence qui fait de moi depuis le début. C'est envoyer des injections de positivité aux Oui. gens, dans les paroles, de manière subliminale ou non. Ça va être aussi ça, un peu la mission de ma musique, j'ai l'impression. Et que ça ne te définisse pas, qu'un chapitre de ta vie qui a duré une année ne définisse pas Ah oui, non. qui tu seras pour les 10 prochaines. Pas du tout, parce que c'est plus du tout ça. Le propos, c'est quelque chose que j'ai traversé, mais ça va pas faire de moi la personne publique que je vais être demain. Ça va pas être la personne Ouais. qui raconte ce truc-là et tout. puis, je D'ailleurs, pense- c'est la seule fois où je parlerai de ça. Hein. Je pense qu'elle a raison. On revient à la teuf, on revient à la joie, Oui. on revient au plus, qui attire plus, qui attire encore mieux, encore plus, toujours plus, encore mieux. Là, c'est ça le take. Donc, du coup, la musique est en train de se faire en ce moment. Elle est très alignée avec tout ça. Je suis trop content, j'ai trop hâte de te jouer J'ai les hâte. chansons.
J'ai hâte. Parce que là, en plus, on parle au passé. Je sais que ça va durer un petit peu de temps avant qu'on poste cet épisode. Oui. Euh, Donc au moment où on sera en train de... Donc les nous du futur seront en train de vous parler de quelque chose qui est imminent. c'est fou, ça. Et je pense que c'est la première fois d'ailleurs ever, c'est le tout début de mon cycle un peu promotionnel pour l'album. C'est la première fois que je vais en parler ever. Et ça va être le tout début d'une nouvelle aventure. Mais là, cette aventure, tu vas voir, ça va être tellement good vibe. Bah, je pense que ça peut que l'être parce que c'est Oui. la personne que tu es redevenue, c'est la personne où tu t'es retrouvée. Et en fait, tu as pris le meilleur de ce que tu étais. Ouais. Ce qui t'a apporté le plus de joie, tu as conservé que ça parce que je pense que traverser une épreuve comme celle que tu as traversée, c'est pour ensuite te dire bah voilà, j'ai testé ça, je vais garder que ça de Que mon ça. passé parce que c'est ça que j'aime, je vais rajouter un petit peu de ça parce que j'en ai pas eu assez. Et voilà. And that's it. Est-ce que tu veux que je te dise le nom de l'album en premier et tu bipes? Mais c'est toi qui dois l'avoir et c'est juste la réaction que Absolument. on garde. Tu t'es chaude? Ouais. Ok. Je te l'ai pas dit, on est d'accord? Non? Tu avais déjà spoilé un nom d'album de moi. Contre-soirée, tu l'avais spoilé sur Twitter à l'époque, donc tu fais très attention. Tu gardes J'avais vraiment fait ça? secret. Oui. C'est mon genre. Ouais, mais t'avais pas fait exprès. J'étais en mode, ouais, c'est Contre-soirée, non? Et tout le monde a fait quoi? Et donc, du coup, j'étais en mode, bon, ben voilà la pochette, tenez. Donc là, tu le spoil pas, mais je te le donne en exclu. Je pense que t'es la première amie à qui je le dis. Ok? Le prochain album s'appelle. C'est pour Tu ça. l'as! Ok. Anyways, voilà. Donc, tu pourras faire la version Un petit défloutée en clipette. clip plus tard. Voilà. Extraordinaire. Voilà, c'était un first Putain, time j'étais ever. là quand tout a commencé. Oui, It just le makes tout sense. premier. Enfin, tu vois Bon. ce que je veux dire. Terminons sur quelques petites questions rapidos. Ok, mon rêve. Ta perruque... Beyoncé. Beyoncé. Sacha Fierce? Beyoncé. Beyoncé. Mhm. Ta perruque la plus iconique, celle que tu aurais pu breveter? Le carré blond. Non, le vert. Bah, Verona. Bien Ouais. sûr. Verona. Verona de son nom, de Jaja. Synthétique? Humaine. J'ai jamais eu de cheveux synthétiques, moi. C'est vrai? Ouais, elle était un peu... Elle Même a quand douillé, la t'étais- perruque. Quand elle est arrivée à moi, elle avait déjà vécu beaucoup de choses. Je pense qu'elle avait fait 4 fois ma vie. Ça en dit long sur ta personnalité. Même broke, je n'aurais pas de cheveux synthétiques. Non, jamais j'ai eu de cheveux synthétiques. C'est que humain, je suis trop désolée. Ta perruque la plus lourde? NMA, elle s'appelait, je crois. Elle m'arrivait jusqu'au genou. Un mot que tu abuses trop dans ton vocabulaire, Take. qui signifie? Propos. C'est quoi ton take? Moi, je vais toujours dire, au lieu de dire ça va, c'est quoi ton take? Quand je dis que je suis un peu fatigué, que je suis un peu mou, je dis j'ai aucun take. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah là, j'ai plein de takes et tout à l'heure, je pense que je vais avoir aucun take. Une petite baisse de take. Bah, ça va être juste une sieste, quoi. Je pourrais dire une sieste, mais je dis un take. Un take. La dernière fois que tu as pleuré de rire? Avec toi, je crois. Ouais, dans la vloghouse. Le bain glacé? Ouais. C'était très drôle. Est-ce que tu penses que tu peux refaire une tortilla? Oui. D'ailleurs, j'ai pour mission de savoir en faire une avant l'été prochain. Extraordinaire. Tu devrais faire une vidéo sur ta nouvelle chaîne YouTube Oui. où tu apprends à faire la tortilla pour de Mais vrai. bien Tu fais venir un bel sûr. espagnol et il t'apprend à Et, la faire. mon tu fais rêve. genre Ok, cooking- après Bonsoir Beauty, je ferai Cooking ça. with Bilal. Cooking with Bilal, genre. C'est quoi la sexualité de mon canapé? C'est une femme et elle est bi. Voilà. Facile. Ouais, un peu. Dernière question. C'est quoi un bâton d'or? Oh my god! And that's the cut. Merci à tous de nous avoir écoutés. Trop bien, parfait. Bilal, Oui! on l'a fait. C'est bon, c'est fini là? Oui. Oh my god! Ça fait 50 minutes qu'on parle. Putain. Qui lui cru? Merci bébé, my god. Franchement, Attends, ces chaussures, elles sont trop... merci. Ça va, c'était pas trop dur de parler de tout ça? Non, ça va. Un dernier mot pour nos auditeurs? Ah oui, trop bien, je peux le faire en plus sans shoes. Ok, coucou, salut, c'est Bilal Hassani. Mon prochain album sort vraiment bientôt, donc j'espère que vous l'écouterez tous. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube parce que je fais une série qui s'appelle Bonsoir Beauty où j'apprends à me maquiller tout seul, où il y aura d'ailleurs Léna bientôt. Absolument. Et puis sinon, n'oubliez pas une seule chose, c'est que on peut sortir des moments difficiles de notre vie. Quand vous êtes dans un moment sombre de votre vie, il y a toujours de la lumière au bout. Mais en tout cas, soyez vous-même, gardez de la bonne humeur, comme les klaxons qui sont juste ici. Essayez toujours de faire sourire quelqu'un. Et si c'est pas quelqu'un que vous faites sourire, essayez de vous faire sourire vous au moins une fois par jour. Je vous jure que ça aide. Et mon dernier petit conseil, c'est on se fait un compliment tous les matins devant la glace, ok? C'était quoi ce matin que tu t'es fait? J'ai dit t'as les bêtes de sourcils quand même. Et c'est vraiment un truc que je me dis pas assez. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait celui-là, je les ai regardés, j'ai fait purée. C'est Et après, vrai, je suis hein partie. Ils sont bien, quoi. Tous les matins, tu te fais un petit compliment. Et tu n'oublies pas avant de te coucher aussi. Voilà. Claquette. Avec le doigt magique. Avec les doigts magiques. Ça finit sur ça. Merci Bilal. Trop bien. C'était Couch.